bienvenue à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et nous jasons, et non Jason, à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles que vous voyez passer. On essaie de pas mal les trouver, mais on les voit pas tous passer. Ou utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le Twitch chat. On va essayer de prendre vos commentaires et vos questions au fur et à mesure du stream. Et comme vous le savez peut-être déjà, on va reprendre une des questions, on va la reposter sur les médias sociaux d'Able Esports parce qu'on veut vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le but vraiment de ce podcast-là, c'est de parler de notre scène et le plus de monde qui en parle, le plus que ça va faire rayonner nos projets. Et il y en a des projets. Comme à chaque semaine, je suis très content de voir toutes les nouvelles qui passent. D'habitude, c'est des nouvelles positives. Alors, sans plus tarder, vous m'avez de retour Mille, le cofondateur et VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Léonin ou François, qui est de retour, président de la Fondation des gardiens virtuels, anciennement administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique, ainsi que fondateur de Boreal Esports et plein d'autres projets en e-sport québécois. Skawi, ou Sam, fondateur de Alpha One, une organisation e-sportive québécoise de laquelle on parle pas mal souvent. Et Naya Boy, streamer sur Twitch et représentant en vente chez Paro Info. Yes, sir. Bienvenue, messieurs. Merci d'être là ce soir. Des beaux sujets à discuter et j'ai bien hâte de vous entendre, comme à l'habitude, sur tous les sujets. Donc, le premier sujet de la soirée, justement, c'est notre ami Hughes qui rejoint Mythic dans la ESL Challenger League. On a parlé de Hughes à quelques reprises durant le podcast comme faisant partie de l'équipe de CSGO de Valors, avant que l'équipe ne disbande à 2 reprises et que Valors ne ferme ses portes récemment, si vous avez écouté nos derniers épisodes. Bref, Hughes, un joueur de CSGO québécois de longue date, il avait quitté le roster de Valors pour se chercher une opportunité à temps plein dans le jeu de CS qu'il joue depuis longtemps. Il annonce donc cette semaine qu'après 4 saisons depuis son dernier tour dans la ECL, ou la ESEA Challenger League, ou avant c'était connu comme la Mountain Dew League ou ESEA Premier, bref, la plus haute ligue de ESEA, où est-ce qu'il était avec QC Clan quand ils ont été relégué après une fiche de 1 victoire et 7 défaites. Il rejoint les rangs de Team Mythic dans la ESL Challenger League. Donc, il jouera aux côtés de 4 assez gros noms en CS: Cooper, Freakazoid, Flom et Hate. Pour ceux qui suivent moins la scène de CS, Freakazoid était un joueur professionnel de CS chez de grosses équipes, le plus connu pour son temps chez Cloud9. Flom aussi était historiquement joueur professionnel chez Luminosity. Il est depuis devenu un des plus gros streamers, sinon le plus gros streamer ACS en jouant pour Mythic. Cooper avait lui joué pour des équipes comme Swole Patrol et United, et Hate avait passé par des équipes comme Northern Forces et Triumph. Bref, Hughes prend donc la place de Eric, qui s'est retiré de l'équipe car il commence ses études collégiales prochainement, si j'ai bien compris. Et Hughes sera le seul joueur canadien dans le line-up. Donc Mythic s'était fait reléguer en ESEA Advanced. Ils sont remontés en Challenger League après leur fiche de 5 victoires, 0 défaites dans les séries de la saison 40. En saison 41, ils ont fait 3 victoires, 4 défaites en saison régulière, sont allés 1-2 en série. Bref, malheureusement, Hughes ne jouera pas aux côtés de ses amis québécois cette fois-ci en Challenger League, mais je pense qu'on est pas mal tous contents qu'il ait trouvé une équipe à ce niveau avec des joueurs assez connus. Donc, j'espère que Hughes va faire une bonne impression des Québécois à un assez haut niveau de CS. Et je tenais à souligner la nouvelle. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez des réactions, soit sur le fait que Hughes s'est rendu là, soit sur le fait qu'il est avec des gens relativement connus ou bien connus, ou même juste, c'est quoi votre impression du rêve de devenir un professionnel à CSGO en 2022? Je vous laisse. Moi, je supporte ça à 100%. Pour vrai, je suis quand même très down qu'on ait un Québécois qui se joigne avec des gros gars comme ça, là, honnêtement. Là. C'est toujours beau à voir. Puis je suis complètement garanti que le gars, il est pas mal heureux en ce moment. Ouais, absolument. Il doit être on top of his game. Il est sur la lumière, là.
il vient d'atteindre un autre palier là, complètement. Là. Ben, c'est ça, c'est pour quelle équipe, excuse-moi? Mythic. C'est Mythic, right? C'est ça, ok. Mais tu vois, je ne connaissais pas. Mythic, c'était comme une équipe de streamers, historiquement. Ils streamaient comme toutes leurs games, toutes leurs pratiques. Flamme est comme un streamer à temps plein à CS. Ouais. Ah, lui, je connais ça. Ouais. Puis là, pas mal des noms que je connais. Ouais, l'équipe a changé un peu depuis, mais ils sont quand même toujours assez hauts. Puis Flamme fait beaucoup de choses à CS, incluant la Mythic League. Je ne sais même plus si ça existe encore, mais t'es dans la FPL, etc. Donc, c'est un haut niveau. C'est pas le plus haut niveau. Si tu vas pas voir Mythic dans les plus gros tournois, ou du moins pas encore. Mais c'est cool pour Use. Moi aussi, je suis d'accord que c'est un gros pas dans la bonne direction si c'est vraiment ça qu'il peut aller atteindre. Là. Oui, qu'il y a eu quand même un gros gap depuis le ETS, puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se rendent exactement là. L'équipe de Valors est allée à Toronto jouer dans... Je me souviens plus du nom du tournoi, mais dans un tournoi où est-ce que 4 équipes ont été invitées en LAN pour pouvoir accéder à des finales à Malte. La première journée, ils ont battu les 3 autres équipes. La deuxième, ils ont perdu en première ronde. Puis c'est un peu après ça que l'équipe s'est désintégrée en plein milieu de la saison ESEA Advanced, où est-ce que s'ils gagnaient le prochain match, ils allaient être en série. Donc, il y a 2 des joueurs, incluant Hughes, qui voulaient justement se mettre à temps plein puis vraiment essayer de percer à CS, tandis que les 3 autres, c'était moins le cas, si j'ai bien compris. Donc, je pense que c'est cool. Ce que Hughes veut faire, je pense que c'est un excellent pas dans la bonne direction. Devenir pro à CS aujourd'hui, c'est très difficile. C'est un des plus vieux e-sports du monde. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. La scène est déjà là depuis un bon bout de temps. Là, fait que... Ouais, il doit y avoir des vétérans là-dedans, mon chum. Ouais. Ouais. Le nain? Ouais, je suis en train de double-checker pour être sûr que je dis pas n'importe quoi, parce que le nom me dit de quoi, évidemment. Je vois qu'ils sont là depuis 2014. Fait c'était Main Division North America. Fait que mes équipes qui ont probablement joué contre eux dans le temps. Ouais. Mais le problème, c'est que Mythic, il y en a comme 43. Puis, comme moi, au début, quand tu as parlé de Mythic, ou quand j'avais vu Mythic, j'avais pensé au tournoi annuel de Warcraft, de World of Warcraft, Mythic Dungeon. Ouais, fait que, non, bref, ça doit pas être la même équipe. Ça aurait été un gros turn. Non, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis pas certain que c'est eux que je connais. Mais juste de même, s'il est heureux, c'est ça qui est le plus important. Ça a l'air quand même une bonne petite équipe semi-pro. En 8 ans, ils ont gagné 72 000, ce qui est quand même bien. Ouais. C'est en moyenne 2500, 3000 qui gagnent par année leur équipe. Fait que ça paye les dépenses. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme sponsor et tout, mais c'est sûr que c'est un... Comme je disais, pense pas que c'est un gros money maker en termes de salaire. Je pense sûrement 0, mais je sais que les joueurs qui sont là-dedans, surtout pour Flamme, mais sûrement Freakazoid aussi, sont là à temps plein, mais Flamme plus comme streamer. Il y a Kasaboom qui dit que Summit 1G avait déjà joué avec Mythic, puis c'est vrai, puis je pense que c'est une couple d'années. Puis Summit, si le monde ne le connaisse pas, un gros streamer aujourd'hui, puis depuis quelques années. Kasaboom dit aussi que la scène nord-américaine de CS a beaucoup changé depuis Valorant. Donc lui imagine que ça ouvre des portes pour les original gangsters de CS qui ont continué de grind CS. Je sais pas. C'est sûr que il y a du talent qui est allé vers Valorant, incluant les meilleurs joueurs ou la meilleure équipe québécoise quand Valorant est sorti, qui était Hyun, Michael, etc., qui sont allés chez Genji. Mais les hauts échelons de CS, surtout en Europe, n'ont pas vraiment changé. Et percer à CS, en Amérique du Nord, c'est une scène qui est difficile en termes de professionnels. Il y a beaucoup d'organisations dans les dernières années qui sont sorties de la scène. Donc, percer en Amérique du Nord, déjà plus difficile qu'en Europe. Bien qu'en Europe, il faut être tellement... Ben, c'est le cas pour tous les jeux, là, mais tellement bon au jeu que c'est très, très difficile. Bon, je dis pas que Hughes n'est pas à ce niveau-là, mais j'espère pour lui que ça va arriver, mais il n'a pas 16 ans non plus. Il n'est pas nouveau dans la scène. Donc, on verra combien de temps il va pouvoir... je sais pas il y a quel âge, mais j'ose croire minimum, mi-vingtaine. Genre minimum. Je suis en train de me demander si
c'est juste tu sais, beaucoup de vétérans de CSGO qui c'est tous les mêmes noms qu'on voit revenir souvent. Je suis pas la scène CSGO parce que je suis les scènes des jeux que je joue. Il y a pas beaucoup de nouveaux joueurs, c'est sûr. En Europe, c'est plus, ça. mais tu sais, comme si tu as 15, 16, 17 ans aujourd'hui et tu veux commencer à jouer compétitivement, c'est pas une scène qui est super attrayante en Amérique du Nord. Non, c'est ça. C'est pas le genre de jeu que vu que t'es jeune, t'as des gros réflexes, tu vas pouvoir rattraper du monde. C'est vraiment de Ben, tu peux gros sûrement knowledge. rattraper, mais c'est juste que c'est pas un jeu qui attire les jeunes joueurs. Tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Tu vas aller jouer au New Shiny Game d'habitude, tu vas aller à Valorant, tu vas aller à Rocket League, tu vas aller dans d'autres jeux. CS, même si c'est un des jeux les plus populaires au monde en termes de player base, fait que j'ose croire qu'il y a quand même des nouveaux joueurs qui rentrent, mais bref. Use, pas un nouveau joueur, un vétéran quand même, puis très 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 bon au jeu. Donc j'espère que pour lui que justement ça va être la plateforme pour qu'il perce, pour qu'il puisse faire ça plus à temps plein en termes de finances à la fin de la journée. Là, mais... It's been the dream. Peut-être, ouais, c'est ça. Trying to. La prochaine nouvelle, on parle des Seoul Neons, donc Godzy, ancien fondateur de Valors qu'on vient de mentionner, qui rejoint les Seoul Neons en tant que vice-président des affaires. Donc, on a parlé des Seoul Neons et de Godzy, ou plutôt Valors, à plusieurs reprises sur ce podcast-là. Vous vous souviendrez probablement que Valors, une organisation e-sportive québécoise, a fermé ses portes, comme je viens de mentionner, le 16 juillet dernier. La même journée, Godzy, cofondateur et PDG de Valors, a publié un tweet longer expliquant la décision un peu, citant le fait qu'il avait accompli ce qu'il voulait avec l'organisation, la caractérisant comme compétitivement la meilleure organisation au Québec, disant qu'il se cherche une nouvelle structure pour gérer le côté e-sport avec son gigantesque background et ses contacts sur toutes les scènes compétitives de Tier 2. Il rejoint donc Seoul Neons cette semaine. Les Neons étant en quelque sorte la filiale ou la compagnie sœur de Vexo en Corée. Là. Je ne suis pas à 100% certain c'est quoi leur affiliation, mais on sait que c'est affilié d'une certaine façon. Puis ils se concentrent sur la scène de League of Legends, les Neons, à date. Godzy rejoint donc son bon ami Avery, ou connu sous Félix aujourd'hui, qui est le PDG des Neons. Si je comprends bien, je crois que les deux étaient chez Valors ou d'autres structures à un moment donné avec quelques moves douteux, si j'ai bien compris, mais j'ai aucun doute qu'ils vont prendre leur expérience individuelle et commune pour bien faire avancer le projet des Neons. Je sais que Godzy avait dit dans son tweet longer vouloir s'occuper du volet e-sportif d'une structure. Je ne suis pas tout à fait certain du rôle d'un VP of Business, mais j'imagine qu'il va être dans les opérations pas mal, fait que toucher pas mal au volet e-sportif. Avery ou Félix m'a appris que Godzy va travailler avec Evelyn, donc la chef des finances des Seoul Neons, pour élargir les horizons et structurer la compagnie. Il dit aussi que l'équipe travaillerait sur des projets qui ne sont pas liés au sport électronique. J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de cet ajout à l'équipe? Êtes-vous au courant un peu de ce qui s'est passé entre Avery et Godzy par le passé? Ou est-ce que vous pouvez simplement donner votre point de vue sur la direction stratégique des Seoul Neons plus généralement? Je vous laisse parler vraiment de ce que vous voulez sur cette nouvelle-là, puis on va continuer sur le thème des Neons tout de suite après. Je comprends bien, c'est une organisation... Ah, vas-y, excuse-moi. Non, mais écoute, il y a Godzy qui disait, dans le fond, là, que lui, il va vraiment, je pense, aller plus vers quelque chose qui est moins relié au e-sport. Il va essayer de développer plus hang around, là, pas vers directement l'e-sport. Là. Fait que je pense que c'est plus vers là qu'il s'en allait. Là. C'est ce que j'ai entendu dire entre les branches. Mais vas-y, tu peux continuer. C'est ça, Séoul, c'est situé exactement en Corée. Ouais, c'est ça. En Corée. Fait que l'équipe League of Legends est en Corée. L'équipe de gestion, incluant Avery, Evelyn, Godzy et un autre que le nom m'échappe malheureusement en ce moment. Si je comprends bien, ils sont encore ici au Québec. Donc, ils gèrent à distance, du moins pour l'instant. Se sont lancés dans un projet d'ouvrir une organisation e-sportive en Corée. Séoul plus spécifiquement, ils ont visé le Séoul. Puis leur but, c'est d'aller chercher un gros fanbase là-bas et même d'attirer du monde qui sont à l'extérieur du e-sport, qui ne sont pas encore fans d'e-sport en Corée, vers leur équipe. Donc, un projet super ambitieux qui à date, je suis quand même très impressionné avec tout ce qu'ils font.
mais très ambitieux. Puis c'est ça, il rentre Godzi, comme ce qu'Awi vient de dire, je pense avec le mindset de se focuser hors e-sport, d'aller chercher plus comment rendre cette business-là rentable, même peut-être à l'extérieur du e-sport. C'est pas mal toutes les structures, entre guillemets, e-sportives qui sont hautement valorisées, ont un gros aspect d'affaires qui n'est pas focusé sur les sports électroniques. Il n'y a pas vraiment tant d'organisations, sinon aucune, qui se focus à 100% sur les e-sports, qui a du réel succès en ce moment. Là. Puis là, je parle des grosses structures. Donc, c'est peut-être un bon move. Là. Je pense que c'était Arnold, CEO de Gen.G, qui avait dit récemment, justement, pour avoir du succès en e-sport, il faut avoir une stratégie d'affaires qui marche bien à l'extérieur de l'industrie du sport électronique. Et ces propos avaient été repris par Grant, le PDG fondateur de Beast Coast aussi. Fait que moi, personnellement, j'aime beaucoup le focus, l'approche, la direction que prennent les Neons en théorie à date. Malheureusement, c'est toujours l'exécution qui fait la partie la plus difficile. Mais bon, avec l'ajout de Gaudy et son expérience, peut-être ça va venir alléger la tâche à voir. Mais bref, je me suis lancé dans mes commentaires tout de suite, mais je ne sais pas si vous avez d'autres réactions ou questions. Moi, c'est sûr. Je suis content pour lui, premièrement, parce que j'ai déjà rencontré, on s'est déjà parlé, puis c'est vraiment un nice dude. Je garantis pas que je vais suivre son aventure, parce que c'est quand même du e-sport, je veux dire, coréen. Ouais. Ça m'intéresse un petit peu moins. Mais je veux dire, s'il est pour se faire un bagage, puis revenir ici, puis builder de quoi de plus gros. I don't know. Ça peut être bien, puis ça, c'est sûr, je vais le supporter là-dedans. Je veux dire, c'est quand même nice. Ça. Ouais. D'aller si loin que ça, par contre, j'étais comme impressionné. J'étais comme étonné en même temps. Là. C'est comme. Ouais. Je me demande qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce move ou quelles ont été les connexions qu'il y a eu. Ou... En tout cas, je pense que c'est à la base le rêve d'enfance de Avery d'aller en Corée puis vivre le rêve e-sportif parce que la culture là-bas est très, très e-sports friendly, du moins à comparer à ici. Donc, ça a été un peu son rêve d'enfance. Avery est beaucoup à League of Legends, puis c'est comme le jeu de prédilection là-bas, du moins ce que j'ai compris. Donc, Avery s'est lancé dans ce projet-là. Zopix, qui est un ami à Avery et le fondateur de Vexo, sûrement s'est dit écoute, fine, on va t'appuyer d'une certaine façon avec Vexo, ou du moins s'affilier, genre why not, on se connaît bien, puis on peut peut-être les deux profiter de ce projet-là. Puis Gaudy, comme je viens de dire, il a fermé Valors, puis il cherchait un autre projet, puis si tu cherches un projet avec des Québécois, il n'y en a pas 10 000 non plus, j'imagine. Donc, ils connaissaient bien Avery dans le temps, j'imagine qu'ils étaient les deux ensemble. Fait qu'ils se sont parlé, puis embarqué dans le projet, puis ça a l'air j'ai l'air de comprendre qu'ils ont des visions hors e-sportives sur lesquelles ils pourraient travailler là, en collaboration avec Evelyn. Justement, donc le prochain sujet, je pense que c'est justement les projets qu'ils ont. Ouais, exact. Je sais pas, François, si tu as des réactions là-dessus. Ouais, ben ça... Mon commentaire, c'est sur le projet global pas seulement Gaudy, mais aussi la diffusion. Le feeling que j'ai eu en regardant tout ça, c'est fake it till you make it. Comme toujours, Fait puis la présentation est nice. Mettons que tu connais pas le milieu et tout, c'est vendeur, c'est beau. En soi, par exemple, le projet de broadcast, c'est le channel non officiel en anglais. Puis s'ils réussissent vraiment à faire une bonne job puis montrer à la ligue qu'effectivement il faut qu'il y ait un broadcast anglophone, ben, malheureusement Riot vont juste couper l'herbe sous pied et faire leur propre broadcast. Pas nécessairement parce que mais je suis d'accord avec toi, mais si tu penses à ce que... Puis là, je vais peut-être rentrer dans le sujet parce que comme vous avez raison, comme dans vos commentaires, que les deux sont liés, mais comme si on pense à ce que Mirage a fait avec Northern Arena et Eliandra eSport. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Mirage, historiquement, une organisation e-sportive québécoise dans plusieurs jeux, mais jeux de prédilection, dernièrement Tier 1 Rainbow Six, qui sont détenus par Northern Arena, qui les a achetés il y a quelques années, ont formé un partenariat avec Eliandra eSport, donc une structure française e-sportive, et ont formé une nouvelle structure qui s'appelle Mirage Eliandra, pour laquelle ils sont allés chercher une place en LFL, Ligue française de League of Legends, pour former une équipe. Mais dans ce deal-là, la LFL, c'est une ligue de Tier 2 League of Legends.
dans ce deal-là, Northern Arena, la compagnie mère de Mirage, a eu les droits exclusifs de diffusion en anglais de la LFL. Fait que c'est très cool comme deal pour Northern. Puis ici, ça pourrait aboutir à ça, mais les Neons ne sont pas au niveau de Northern Arena et loin de là aujourd'hui. Right? Norton, ils ont une chaîne à TV, ils ont la liste d'expériences. C'est leur compagnie, c'est ça qu'ils font. Right? Mais je vais peut-être sauter dans le sujet justement parce que tes commentaires sont super bons. Donc, justement, pour continuer sur les Seoul Neons, ils nous apprennent cette semaine qu'ils veulent lancer un service de diffusion comme Léonin vient de le mentionner. Dans un communiqué de presse samedi dernier, l'équipe exprime le fait que leur mission a toujours été, ça fait pas longtemps que ça existe, mais a toujours été d'ouvrir la scène amateur coréenne à un public plus large, comme je viens de mentionner, ce qui leur accorde peut-être assez difficile pour plusieurs raisons. Un des grands défis qui ont pointé du doigt est, selon eux, le principal défaut du circuit actuel de la série LCK Academy dans laquelle ils jouent. C'est le fait que les matchs sont impossibles à suivre ou à regarder parce qu'ils ne sont pas streamés, ou du moins pas d'une façon globale et surtout pas en anglais. Selon eux, à cause de ça, il est vraiment difficile pour un nouveau joueur de montrer son talent et de bâtir sa propre marque. Fait que c'est un peu ce qu'on disait sur le podcast quand on avait couvert la nouvelle de l'établissement de l'équipe en Corée. On se grattait un peu la tête pour dire, on ouvre une équipe en Corée, mais il n'y a aucune façon vraiment de la suivre, mis à part Twitter. Dans tous les cas, ils ont encore, selon le communiqué de presse, les Neons se chercheraient donc activement à développer et à explorer différentes sources de revenus et différents modèles d'affaires qui leur permettraient de ne pas dépendre uniquement des sponsors, bien qu'ils sont conscients du fait que c'est comme la plus grosse source de revenus pour les organisations e-sportives. Donc, pour aller chercher des sponsors, ils disent difficile de le faire quand ils peuvent pas, les fans ne peuvent pas écouter leur match ou leurs joueurs jouer. D'ailleurs, 68% de leur audience à date vient de l'extérieur de la Corée. Donc, ce qui rejoint un peu le commentaire de Naya Boy. Bref, apparemment, ils ont trouvé, entre guillemets, facilement une solution parfaite pour cette problématique. Ils nous présentent donc leur nouvelle initiative qui est nommée le Seoul Neon Unofficial LCK Academy Broadcast, selon eux plus couramment connu comme la SNUFLCKAB. Mais bon, dans la toute prochaine phrase, eux aussi, ils accordent, comme Naya vient de l'exprimer, que c'est pas un vraiment bon nom, même en disant que ça really sucks. Bref, l'acronyme qui est impossible de prononcer ou de retenir s'agit d'un tout nouveau service de diffusion géré par les Seoul Neons qui couvrirait les séries de LCK à partir du 3 août, donc aujourd'hui, hier. Je pense même qu'ils streament en ce moment une dizaine de spectateurs, si je vois bien, ou 6 spectateurs en ce moment. Donc, la courte version, c'est qu'ils diffuseraient les VOD, donc les enregistrements des matchs de leur équipe sur leur chaîne Twitch. Malheureusement, selon Avery ou Félix, ils ne peuvent pas pour l'instant se connecter directement au match en direct pour les diffuser en direct. Ils vont donc s'efforcer de ne pas trop poster des spoilers sur leur Twitter avant les diffusions, puisque les matchs auront déjà joué avant les streams. Ils disent aussi vouloir inclure des analyses, pre-match, post-match, des segments qui faciliteront l'observation et la compréhension des matchs pour ceux qui ne sont pas familiers avec League of Legends. Puis ils ont une ambition éventuelle de grandir ce service-là dans une nouvelle source de revenus, fait offrir des services de diffusion corporative, je pense qu'ils disent de même. Bref, le projet est en phase de test, puis selon eux, représente un énorme investissement. Ils se disent par contre convaincus que ça va être viable, puis ça va ouvrir beaucoup de possibilités. Puis apparemment, ils sont déjà en train d'adapter leur plan d'affaires autour de ce nouveau service-là, qui ont mis un roadmap, fait que ça va de la phase de test dans laquelle ils sont en ce moment jusqu'à une 8e phase éventuelle qui ont appelé des services corporatifs. Fait que c'est un peu vers là que les commentaires de François allaient ou Léonin. Je ne suis pas sûr si tu avais fini avec les commentaires, mais bon, je pensais juste donner le background avant. Mais j'aimerais vous entendre sur tout ça. Là, c'est rediffusion, diffusion en direct de matchs qui se sont déjà passés avec un broadcast, un casting, une analyse. Éventuellement, vouloir monétiser cet aspect-là en vendant ses services à autres. Je suppose que vous avez des réactions là-dessus.
Ouais. Ben, juste pour finir mon truc, la fois pour répondre aussi à la première question, spécifiquement avec Godzi, honnêtement, je le connais pas, je n'ai jamais parlé. Par contre, j'aime le fait qu'il fasse ça. Juste le principe qu'ils prennent l'initiative de le faire quelque chose. Puis quand tu navigues sur son site web, après ça, dans le fond, j'allais dire le mirage, mais Illusion? ben, pas une illusion, mais plus un. Quand tu veux montrer quelque chose, mais que. Fuck, il y a un mot pour ça, mais j'arrête d'oublier. Mais l'image qui va de l'avant. Oui, non, mais c'est ça, l'image et tout. Quelqu'un, par exemple, qui connaît pas Vexo et tout, quand ils vont voir sur leur site, ben, leur site il est vraiment nice. Comme que je dis, quand on parlait tantôt de. Je me avec mes noms là. Mais de l'autre équipe Mythique. Mythique, qui sont semi-pro et tout, ils ont même pas de site web. Ouais. Fait que, montrer ça, montrer des belles images et tout, puis la personne qui est en Corée et tout, elle a aucune idée c'est qui Vexo, elle va juste aller voir sur Google, sur leur site web, puis ça va être cette opinion-là qu'elle va se faire de l'organisation. Au Québec, il y a beaucoup de compagnies françaises justement qui ont voulu arriver au Québec en faisant ça. Fait que je vois un peu l'inverse qui se fait d'une compagnie québécoise qui va en Corée. C'est sûr que c'est un beau défi, surtout que la Corée est considérée comme la maman ou le papa du e-sports. J'ai de la misère à voir concrètement dans l'écosystème qu'est-ce qu'ils vont être capables d'amener de plus. Surtout que dans les dernières années, le gouvernement a activement mis des efforts contre le e-sports à cause du problème de cyberdépendance et tout. La Corée du Sud est un des gros pays qui a fait du lobby pour que l'OMS reconnaisse la dépendance aux jeux vidéo pour qu'ils puissent faire leur camp style militaire, mais de désintox aux jeux vidéo. Fait que c'est la Corée du Sud reste un très beau marché, mais qui a déjà beaucoup de choses, puis qu'en ce moment, c'est pas nécessairement 100% non hostile comme environnement. C'est sûr, c'est un bon move. Là. Tu check leur site, c'est quand même nice tout ça. T'sais. Cool qu'ils veulent montrer leur team sur Twitch et tout ça, puis montrer ça ici, parce que si je comprends bien, la Corée du Nord, puis mettons North America, on n'a pas accès aux mêmes choses qui est relié à Internet, évidemment. Là. Mais je me demande. Il y aurait peut-être accès au Twitch, mais après, avec le décalage horaire, je suis pas certain que c'est visé ni la langue. Je pense pas que c'est nécessairement visé au marché coréen. C'est un beau projet, tout ça. Mais je me demande, c'est quel genre de personne qui target, tu sais. Ouais. Simplement. Yeah. C'est quoi le target audience? C'est plus ça. Mais ça look good, tu sais. C'est vrai que leur site internet look good et tout ça. Sûr, pour des fans de League of Legends, I guess que ça peut attirer du monde. Hein? Parce que je veux pas, ils s'intéressent probablement à la scène coréenne. Hein? Mais non, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des paris qui sont faits sur la ligue amateur, comme ça? S'il y a du e-sports betting? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas du tier 2. C'est genre du tier 3, si j'ai bien compris. Peut-être même tier 4, je suis pas certain. Ok, donc... Peut-être. Il y a quand même du betting sur du tier 3 CS, là, mais... Ça va. Peut-être. Ouais, parce que ça serait un des points de le monde qui parie. Parce que ça, j'étais voir parce que je sais que l'Auto-Québec avait des paris sur les ligues en Corée, mais je sais pas jusqu'à où qui descendait. Je pourrais pas trouver l'information rapidement, mais s'il y a du monde qui parie sur les équipes coréennes, ben, ça peut ouvrir ce marché-là. Mais comme si c'est du tier 3, tier 2, comme je connais pas assez c'est pas du tier 2. C'est pas du tier 2. C'est genre... Ouais, sûrement tier 3. Academy, LCK, j'ai bien compris, LCK, c'est tier 2. Eux, c'est Academy, donc plus tier 3. Il n'y a pas vraiment de diffusion, vu que justement, c'est quand même un peu loin dans le funnel pour diffuser officiellement. Moi, je suis du même avis qu'un peu vous.
puis c'est un commentaire plus général, que c'est très ambitieux comme projet. Mais à date, je pense qu'ils font une très bonne job, comme tu as dit, Léonin, fake it till you make it. Puis je pense que c'est un peu nécessaire aussi. Moi, j'aime les mises à jour qu'ils font, puis surtout l'implication d'Avery qui s'en prend un peu de notes du playbook de la K-Corp et de Carlos de G2. Je pense que c'est cool de voir progresser le projet qui est pas mal, comme je dis, ambitieux. J'aime l'idée des streams, mais j'ai comme des doutes de la popularité, de la pertinence du stream en rediffusion, surtout, un peu comme Naya Boy l'a dit. Personnellement, je suis pas un gros fan d'écouter des sports ou des e-sports quand c'est pas en direct. Mais ça, c'est personnel à moi. Tu sais, je pense que c'est là qu'il faut commencer. Bon, c'est définitivement mieux que rien, j'imagine. La question, c'est juste si l'investissement en vaut le coup. Je pense qu'ici, la réponse va probablement être oui, mais sur un plus long terme. Tu sais, perso, ce que j'aimerais peut-être plus voir serait soit un genre de rediffusion abrégée. Tu sais, peut-être pour les fans des Canadiens, l'RDS le faisait dans le temps. Tout de suite après le match des Canadiens, il y avait comme une rediffusion, mais abrégée. Tu sais, c'était, au lieu d'être 1h30, c'était genre 45 minutes. T'avais un recap. Ben, c'était comme le match, mais il coupait des segments, tu sais, pour l'accélérer un peu. Fait qu'il montrait les gros plays, puis des plays un peu plus intéressants. Ou sinon, un genre justement de recap de Sport 30, mais juste, soit pour juste l'équipe, ou même la ligue au complet, si vous voulez, des highlights, des analyses. Ça, déjà, pour moi, ça serait plus digestible, puis peut-être quelque chose de que le monde peut se loguer direct, mais aussi que tu peux écouter en rediffusion, même si tu connais le score du match, ou si tu veux connaître le score du match, c'est plus intéressant à écouter un Sport 30 que juste aller sur le site web des Canadiens, où est-ce que tu vois pas nécessairement les buts, etc. Fait que peut-être ça peut être une bonne idée aussi, mais bon, c'est peut-être plus de job, je suis pas certain. Chez Able, on avait déjà joué avec cette idée-là pendant longtemps. Malheureusement, on n'a juste jamais vraiment eu le temps de l'exécuter, mais je pense que ça peut être une façon cool de suivre une équipe qui t'intéresse. Je suis un peu ton avis parce qu'il y a des rediffusions dans l'e-sport. Je veux dire, c'est pas le même feeling. Là, tu veux vivre le moment live avec les gros moments, tout ça. Fait que c'est pour être une rediffusion, c'est mieux de faire un recap dans un sens, abrégé ou non. Fait que c'est sûr que ça attirait peut-être plus au monde. Je pense que c'est le cas, du moins, comme je vous dis, moi personnellement. Tu sais, comme tu le vois, là, la ISL, ils font la même chose. Ils font des rediffusions de leur Twitch, puis il y a quand même du monde qui écoute, mais c'est un pourcentage minuscule à comparer de ceux qui se plug live. Mais après, tu sais, avec presque de 70%, du moins aujourd'hui, de leurs fans qui sont pas coréens, c'est des matchs diffusés en direct, même s'il avait l'option de faire, serait peut-être même pas une bonne solution dû au décalage horaire que je viens de mentionner. Fait que c'est peut-être une bonne idée pour leur base de fans actuels, je suis pas certain, mais moi j'ai hâte de voir progresser. Là. Je me suis plugué dans leur stream juste un peu avant le podcast. La qualité est bonne. Il y avait une dizaine de personnes qui, n'est pas immense, mais selon moi, pour un premier podcast anglophone d'une ligue coréenne, il y avait des petits glitches techniques, mais c'est normal au début anyway. Je pense que c'est pas mauvais. Une dizaine de personnes, c'est sûrement le monde de l'organisation puis leurs amis, mais c'est là que ça commence, j'imagine. Fait que je pense que c'est une bonne idée, mais on verra si avec le temps ça va se... tant que les broadcasters, les shoutcasters, ils ont du fun à le faire, je veux dire. Ben, tant que. Ouais, mais après, il y en a 3, si je me trompe pas, dans le stream. Plus c'est en arrière. Comme vu. si tu les payes pendant 3 games à chaque fois. Tu sais, comme, il y a quand même un investissement. S'ils le font gratuitement, I guess good. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça que je demande. Est-ce que l'investissement en vaut le coup? Je pense sur le long terme, sûrement que oui, parce que sans ça, comme, il y a vraiment pas grand-chose de commanditable dans cette structure-là, du moins pour l'instant. Mais tu sais, avec 10 viewers, c'est pas tant commanditable non plus, mais avec le temps, peut-être ça va grandir. Là. Knows. Ouais. Comme je l'ai dit, je pensais que c'était tier 2 comme ligue, mais non, en effet, c'est vraiment amateur. Ouais. Je pense qu'ils ont l'ambition de monter en tier 2, là, mais... Ouais, mais je suis pas mal sûr que LCK Challenger League, ils doivent avoir un stream ou quoi de même. Je leur souhaite de progresser parce que je sais pas si tu restes stable dans tout le temps dans ce genre de ligue-là. Le monde veut voir des résultats probablement. Sinon, à long terme, tu vas stagner si tu restes là. C'est ça, là. Ça t'offre pas long feu. Fait que tu en espères qu'ils performent et qu'ils progressent. C'est vraiment ça que je peux leur souhaiter. Là.
Mais ultimement, ça, c'est une autre question que j'ai pas trouvé la réponse. C'est quoi leur but avec ça? Est-ce que c'est un projet qu'ils font on the side ou ils veulent vivre de ça? Ouais. Ben, je pense l'ambition, du moins de Félix et les 2-3 autres qui sont là-dedans, est de rendre ça quelque chose de big, là, dans lequel viable, ils pourraient vivre. Mais je pense pas qu'ils sont désillusionnés au point où est-ce qu'ils pensent que ça va être à court terme. Là. Je pense que Avery puis Gotti aussi ont œuvré assez longtemps dans l'e-sport à temps partiel puis en hobby pour comprendre que c'est tout un projet. Là. Mais je pense the dream, c'est comme Use, là. C'est d'entrer là-dedans à fond la caisse puis en faire un living. Mais c'est early days. Là. Ça a commencé il y a peut-être un mois, cette affaire-là. Là. Fait on s'entend qu'il y a du chemin à faire. Ouais. Je vais les suivre, je vais voir la progression. Bon, ça m'intéresse un petit peu, mais tu sais. Vous voyez, c'est le la moindre des podcast qui choses, sert à right? quelque chose, C'est la moindre des plus. choses, hein? C'est ça. Ouais. Mais j'avais vu sur leur site web, ils parlaient avec des écoles et tout. Puis l'entraînement. Ouais, ils veulent faire des académies, ils veulent former des joueurs. Je pense qu'ils s'en vont dans beaucoup de directions. Après, je pense pas qu'il faut perdre de vue que il y a, à ma connaissance, il y avait 3 personnes, maintenant 4 avec Gotti qui sont derrière ça. Evelyn qui est chef des finances, si je me trompe pas, étudiante au cégep. Je pense qu'Avery aussi, il travaille à temps partiel. Je sais pas s'il est encore aux études. Gotti, il y a un job aussi. Fait que c'est beau d'avoir des projets. Après, il y a aussi une question de pas trop se disperser. Déjà, juste à gérer une équipe en Corée, j'ose croire que c'est difficile. Puis là, en plus des divisions, si tu veux commencer une académie, former des joueurs à distance, c'est pas facile. Non, c'est sûr, le point à distance, définitivement pas. Mais si ils sont capables, par exemple, d'avoir un gros partenariat avec un PC Bang ou un collège ou quelque chose comme ça, puis utiliser leur équipe amateur comme terrain de jeu, si on veut, ou comme montrer qu'ils sont capables de faire évoluer des joueurs. Puis après ça, tu ajoutes aussi l'aspect broadcast que tu fais partie de nos programmes, tu vas pouvoir caster. Je vois une synergie par rapport à ça. Puis ça pourrait marcher. Je veux dire, je vois du potentiel. Ça dépend juste où est-ce qu'ils vont mettre Vas-y, Scary. Il y a le brand. Il y a le brand déjà qui. Ils ont un branding. Là, c'est ça que Moi, je pense qu'ils font tout dans la bonne direction. Là. Visuellement, c'est super beau. Tous les projets qu'ils mentionnent, je pense, sont dans la bonne direction, comme Léonin vient de dire. Après, ça revient dans l'exécution, mais comme je dis, c'est early days. À date, ils exécutent assez bien, du moins selon moi. Là. Il y a des petits hicks, mais c'est des trucs qui s'apprennent avec le temps, puis nobody's perfect, personne ne s'attend à ça non plus. Moi, c'est toujours le bémol de growing the fanbase en Corée. Si je me trompe pas, tout ton management team est ici, c'est ça qui est très ambitieux. Mais si c'est des gens qui se connaissent dans la culture, dans le langage, dans comment la scène est gérée là-bas, ça se fait. Là. Tout se fait en virtuel aujourd'hui, là, en théorie. Fait que, je sais pas trop comment ça marche là-bas, mais ça doit être tellement plus contingenté qu'ici encore. Là. Je sais pas. C'est ce que j'ai le feeling, là, mais il doit vraiment avoir beaucoup plus de monde. Là. Ouais, c'est un beaucoup plus gros marché en termes de fanbase. Ça doit quand même aussi être un beaucoup plus gros marché en termes d'organisation et d'équipe. Mais à ce que je crois comprendre de la part de Félix, c'est qu'à leur niveau, il n'y a pas tant d'options d'organisation. Fait qu'ils rentrent dans comme un trou. C'est peut-être le fait parce que justement, c'est tellement amateur que tu n'en as pas nécessairement besoin pour te développer à ce niveau-là. Mais ça peut être un beau petit créneau justement pour lancer une plateforme. Puis s'ils se prennent d'une façon un peu différente, comme Léonin vient de le mentionner, déjà une belle idée de synergie, ça peut très bien fonctionner. Puis toute l'idée de broadcasting, on le voit à CS, il y a toute une compagnie dans la dernière année qui s'est développée qui s'appelle LCA. Il offre du broadcasting, comme payer nos casters $30 de l'heure. Nous, on prend une petite cote de ça, puis on va faire le broadcasting, la production pour vous. C'est pas un niveau de ESL, mais c'est un niveau qui est quand même intéressant pour une organisation
qui n'a pas les ressources pour le faire elle-même, mais qui a un 30$ à investir par semaine pour 1 heure de diffusion. Tu sais. Fait que, ça peut être intéressant, mais après, c'est un autre vertical qu'il faut gérer. Tu sais. Il faut gérer après toute une équipe de production, une équipe de casters, etc. Mais ça peut être viable, puis probablement plus viable qu'une équipe e-sportive aujourd'hui. Là, mais bref. OK. Je pense qu'on a fait le tour, mais écoute, j'espère pour eux que justement ça va fonctionner. Le prochain sujet qui nous ramène un peu plus proche du Québec, c'est des joueurs québécois qui se qualifient pour les finales du Bell Esports Challenge à Rocket League. Donc, on a parlé, on parle à toutes les semaines récemment du Bell Esports Challenge, mais rapidement, une série de tournois canadiens organisés par Bell dans Rocket League, Valorant et Call of Duty avec plus de 30 000$ en prix qui seront distribués aux équipes gagnantes lors des finales qui auront lieu au Fan Expo à Toronto du 25 au 28 août qui s'en vient. Bref, il y a eu deux tournois de qualification pour Rocket League. Lors de la première qualification, l'équipe québécoise dénommée The Dudes ont été une des deux équipes qui se sont qualifiées pour les finales. Donc, l'équipe était formée de Cobain ou Luby, Snowf et Tokyo. Cette semaine, lors du deuxième qualifier, 2 autres équipes québécoises, ou du moins majoritairement québécoises, je crois, se qualifient pour les finales. Premièrement, les Monkey Boys, donc formés de Nibra, Blaze et Tekos, et l'équipe Pain en Brioche, formée de Taroko, Vegas et Grills. Monkey Boy avait participé au premier qualifier avec l'équipe de Tekos, Vegas et Nibra, fait qu'il y a un petit éclatement d'équipe à ce niveau-là, mais ils ont fait forfait contre The Dudes qui ont fini par se qualifier. Bref, sur 4 équipes en finale, fait que c'est ouvert aux équipes canadiennes et aux joueurs canadiens. On voit beaucoup de joueurs québécois qui s'affronteront à Toronto pour une part des prix. Genre 3 équipes québécoises, ou du moins majoritairement québécoises. 3,3 000$ pour la première place, plus 3 billets Bring Your Own Computer pour n'importe quel DreamHack en Amérique du Nord en 2023 et 2,5 000$ en allocation pour transport, hôtel, etc. Fait que quand même très cool comme première place. 750 au deuxième et 300 au troisième. Fait que tu veux vraiment finir premier, ça je pense. descend drastiquement. Ouais, c'est ça. On parle beaucoup de la RLQC, là, Rocket League Québec, pour notre communauté de Rocket League, mais c'est vraiment bien. Puis, tu sais, justement, je vais faire un tour, je pense, sur leur podcast la semaine prochaine, mais je pense que tous ces gars-là que je viens de mentionner en termes de joueurs sont dans cette communauté-là. Puis, on voit que selon moi, ça me démontre que, wow, il y a du beau talent à Rocket League au Québec. Puis on a parlé des Commonwealth Games qui se passent en ce moment aussi, e-sport, puis que le Canada a envoyé une équipe Rocket League, justement, avec aucun Québécois dans l'équipe. Peut-être un peu une opportunité manquée. Puis j'espère que ces gars-là vont avoir une belle plateforme durant le Bell Esports Challenge, même si c'est des joueurs quand même bien connus dans l'espace du Rocket League, mais c'est cool. Là. 3 équipes sur 4 en finale. On espère qu'au moins une va pouvoir finir en premier. C'est les noms qu'on connaît déjà. Là, beaucoup, là. Ouais, exact. Mais je serais juste content que genre Bell aille chercher du monde pour qu'il y ait plus de views sur leur stream. Parce que c'est eux qui ont le plus gros cash prize, mais c'est eux qui ont le plus bas le viewership. C'est comme ça marche pas là. C'est fou. Ils targetent pas le bon monde ou je sais pas trop, mais en tout cas. Ils ont juste à faire appel à Léo de Vinci là, ou quelque chose. J'aimerais qu'il y ait 2 streams, un anglais et un français, personnellement, là, surtout pour une compagnie comme Bell, mais fine, c'est un autre sujet. Mais je suis d'accord avec vous. Là, 30 000$ et plus en prix final en LAN, puis tu écoutes les qualifiers, puis justement, tu as mentionné Léo, mais le qualifier du Bell Esports Challenge à Valorant, que justement, Skawi, votre équipe, s'est qualifié Alpha One. Il était en même temps. Il était en même temps ou très proche du stream à Léo, un petit tournoi de 4 équipes qui est organisé avec des streamers, mais Léo avait comme le double, sinon le triple du viewership du Bell Esports Challenge, tandis qu'il y avait 0 prize pour rien. Mais bon, c'est un peu dommage. Hein. En tout cas, s'ils veulent vraiment un plus gros viewership, moi je suis garanti qu'ils devraient faire appel à la communauté Twitch québécoise, je sais pas, peut-être 100%. Juste ça. C'est juste s'allier ou genre prendre un streamer puis lui il shoutcast puis ça va apporter du monde là. Ouais. Ça serait beau à voir. Allez-vous au Fan Expo, les amis? Je pense que je vous ai demandé avant le broadcast, vous avez dit non, mais est-ce que oui, ton équipe va être là? Ouais, voilà, c'est sûr. Mais je pense que je pense pas y aller malheureusement. Ce serait pas dans les projets là, mais
Ça, je pense que tu y allais à 1000, là, fait que tu risques de voir beaucoup de Québécois là-bas. C'est dans les plans d'y aller. Ouais. J'ai soumis justement, je disais avant le podcast, j'ai soumis une proposition de panel pour parler du e-sport relativement généralement. Pour donner un panel à l'expo hier, même si j'étais 4 jours en retard du deadline. Ils l'ont accepté ce matin. Je pense que ça va être le samedi à 11h. Donc, je fais comme un peu de devoir y aller, mais il va falloir que je me trouve des amis. À date, j'ai demandé à Babin de Mirage, puis à justement Léo Vinci s'ils veulent venir avec moi donner le panel, mais on verra. Là. C'est dans les plans d'y être. Puis juste plus généralement parlant, le Fan Expo, je pense que Lionel en parlait, là, c'est un bel événement canadien qui inclut le gaming et l'e-sport, mais aussi est beaucoup plus large que ça. Là. Ouais, non, ben ça, comme je disais avant le podcast, le fait de faire les finales là-bas est super smart parce que si c'est encore le cas, puis la même formule qu'ils ont avant, il y avait les Intel Master de StarCraft qui se faisaient là, je parle 2013-2014. Puis ils font ça au bon milieu de la convention, donc pas dans une salle à part. Puis les seules places qu'il y a des bancs, c'est là. C'est quand même très intelligent. Fait que peu importe quoi, t'as toujours une grosse foule qui est là et tout. Tous les paresseux qui veulent s'asseoir. Oui, ou ben juste le monde qui tu passes 3 heures à marcher, tu peux t'opposer. Fait qu'ils vont avoir des très belles photos avec un très, 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 très gros public. Est-ce que c'est représentatif de l'événement? Je ne pense pas. Mais c'est smart. It, comme tu dis. c'est smart. Le projet de Bell eSport Challenge, j'aimerais ça qu'ils investissent plus dans des projets qui existent déjà ou c'est plus local et tout, parce que comme je veux même pas savoir combien ça leur a coûté de production faire tout ça. J'ai parlé à Bell, puis ils ont dit qu'ils s'investissent juste dans des Tier 1 projects comme là, la NTS et le Bell eSport Challenge. Moi, j'ai dit, écoute, rien contre le LAN ETS, c'est un excellent événement incroyable, ça fait 20 ans que ça existe, c'est parfait. Bell eSports Challenge, comme Nayaboy et puis Léonette aussi, vous le dites, comme fine, je sais pas si ça fait si longtemps que ça existe, mais my god, là, c'est comme moi, ça me rappelle le MSI Dragon's Cup aussi, où est-ce qu'ils mettent genre 15-20 000 en prix, puis ils font piger des ordi puis des laptops, puis comme t'as 100 personnes en viewership, c'est comme comme toi, moi je suis de l'impression comme associez-vous à quelqu'un qui fait un peu déjà ça, ou qui sont plus comme dans cet espace-là, puis piggyback dessus, au lieu de faire ça tout seul vous-même, puis juste pas avoir le reach. Genre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de reach, mais même moi qui suis la scène e-sportive, genre, je le vois quasiment jamais poster, ce monde-là. Là. Ben, honnêtement, ça serait pas du podcast, j'aurais pensé. Exact! C'est fou, là. Puis tu sais, on a quoi, 20 viewers, puis c'est comme, c'est là que le monde vient de les chercher, comme c'est fou, là. Ah, le tournoi de Valorant, il y avait quoi? À un moment donné, j'ai regardé, puis il y avait quoi, 30 viewers? Je suis comme. Hein? C'est triste. Je pense qu'il y avait 30 000 $. Je sais pas. Alpha One, ils ont comme eu 3 fois plus le viewership durant le King of the Spike quand ils jouaient pour se qualifier pour un tournoi de 8 500 $ en LAN. C'est triste. Là. Bref. Ça pourrait être sur Twitch, là. Je sais pas. Belle, si vous nous écoutez. Si vous nous on peut vous aider, ne vous en faites pas. On va vous bloguer, là. Ouais. Et le pire, c'est que cet argent-là, le remettre dans la communauté locale, surtout que, ultimement, quand tu regardes sur cette web, est-ce que c'est réservé aux Canadiens? Puis qu'est-ce qui promouvoit? C'est justement, gang, tu vas avoir de l'argent, puis en plus des billets au DreamHack en Amérique du Nord pour step up ta game. Mais si tu veux vraiment step up la game, investis dans le milieu amateur, que eux font ça déjà. Tout à fait. C'est pas de réinventer la roue nécessairement. Moi, je leur ai parlé directement sur ce sujet-là, puis je vais leur reparler sur un autre projet qu'on a qui s'en vient, qui est peut-être plus Tier 1 dans leurs yeux, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. 30 000 juste en price pool, là, on parle pas de la production, on parle pas de ce que LAN va coûter. C'est un gros investissement. Ben, pas pour Bell, mais pour la scène. Pour la scène au niveau des équipes qui vont jouer là-dedans, c'est un gros investissement. Là. Qui pourrait, selon moi, puis j'ai l'impression, selon vous aussi, pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Puis moi, ce que j'ai juste peur, c'est qu'éventuellement,
peut-être qu'ils vont se réveiller puis dire comme, man, notre investissement vaut pas le coup, puis qu'ils vont se retirer. Puis c'est ça que je veux pas voir. T'sais. Je pense que le projet est incroyable. Il est tellement cool. Des tournois dédiés à des Canadiens en personne. T'sais, on a des Québécois, des Ontariens, tout le monde qui est là. Ça peut être tellement, tellement beau. Puis ça l'est beau, mais ça pourrait être tellement plus beau selon moi. Peut-être qu'on va s'y rendre, mais... Ah, c'est ça. Able X Bell, rouge et bleu, ça part. There you go. Ouais. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont se retirer. Non, Bell sont trop incrustés dans l'e-sport, mais tu sais, pour le Bell eSports Challenge en tel, je sais pas si ça va perdurer. Tu sais, ça grandit pas, là. Ça grandit pas d'année en année. Bell, c'est sûr qu'ils se retirent pas du e-sport. Ils sont là-dedans comme... Puis je pense que c'est un très bon move de leur part. Mais le Bell eSports Challenge en tant que tel, moi, je pense pas qu'il y a de retour sur cet investissement-là, mais bon, ça se peut que je me trompe. Mais... Elle peut être encore mieux optimisée s'ils font les bons choix. Puis... Exact. En tout cas, Donner 50 000 $, à Able, moi, je vous garantis plus que 100 viewers. Là. Mais le problème principal, c'est qu'ils streament en anglais, tu sais. Ben, c'est pas nécessairement un problème, dans le sens que pas un problème, t'as un plus gros viewership en anglais, mais... Oui et non, tu sais. Ben... Ouais. Ben oui, écoute, mais tu sais, ça dépend de je pense qu'ils facteurs. peuvent. Moi, si Bell veut, là, Able, on fait le stream francophone, genre free of charge, là, juste, tu sais, Virulent et Polo, on les paye 30$, 25$ de l'heure, ils vont le faire très, très, très. Avec une très belle humour, puis ils vont même se pointer à Toronto s'ils veulent, là, c'est sûr. Là. Ça ferait plaisir. Puis je pense que c'est ça la direction du commentaire de Léonin, c'est comme associez-vous à du grassroots un peu, à la scène plus. Qui vivent ça, puis ça va créer des belles synergies, un beau rayonnement. Puis on le voit avec The Gaming Stadium à Vancouver, là, justement, j'ai parlé des Commonwealth Games, de l'Association canadienne e-sportive, ils commencent à s'associer avec TGS, puis ça crée des belles synergies. Fait que peut-être que Bell va aller dans cette direction-là éventuellement, mais j'espère que c'est le cas. Puis je sais qu'ils veulent juste du Tier 1, mais des fois, tu peux aller chercher des belles affaires en descendant un peu de ce Tier 1-là. Bref, mon point de vue. Justement, en parlant de Valorant et de Able, on annonce une équipe féminine de Valorant cette semaine. Donc, on est déjà dans la scène de Valorant depuis comme le tout début du jeu. On avait recruté notre première équipe après notre tout premier tournoi mensuel du King of the Spike. Et on est maintenant à notre 17e ou 18e édition qui, je pense, on va la faire pas ce vendredi, mais l'autre ou dans 2 vendredis. Bref, une de nos premières équipes compétitives a été une équipe féminine de CSGO qui avait terminé 3e en Amérique du Nord il y a quelques années. Riot met beaucoup d'emphase et de support pour la scène féminine, notamment avec leur série de tournois Game Changers à Valorant. On a été super contents quand cette équipe nous a été présentée par Nova, donc ancienne fondatrice de Victorem après la clôture de Victorem. L'équipe est formée de 5 Québécoises, donc Marjorie, Kunai, Tats, Palassi et Ikupi. Et bien entendu, Styx comme manager. Et en plus de Ace et Tony qui aident avec le coaching. On connaissait bien entendu Marjorie très bien depuis longtemps. C'était une des premières créatrices de contenu chez Able. On a hâte de les voir jouer. Elles ont d'ailleurs fait le premier qualifier justement du Bell Esports Challenge. Ils ont gagné leur premier match. Après, malheureusement, ils ont fait face à l'équipe de Wrong, Antle, Swift, Dynasty et Rimka, que si vous êtes à Valorant, vous savez, sont absolument crack dans le jeu. Puis cette équipe-là, je pense, après perdu contre Alpha One, qui se sont qualifiés. Puis bref, ils ont donné une belle petite leçon aux filles, mais bon, c'est all in good fun. D'ailleurs, on risque de revoir cette équipe-là, même ces 2 équipes-là, dans le prochain qualifier ce samedi, fait que le 6 août. Les filles vont probablement aussi participer dans la ligue de Supergirl Gamer Pro qui se donne en forme de tournoi chaque samedi, dont les 4 meilleures équipes à la fin de la saison se méritent une place en finale en Californie. Fait que des belles opportunités pour les équipes féminines, surtout à Valorant, mais à CSGO aussi de plus en plus. Je sais pas si vous avez des réactions sur l'équipe, si vous connaissez les joueurs ou même juste sur la scène féminine en général à Valorant. Là. C'est une belle initiative. Moi, je suis totalement d'accord avec ça, puis je trouve ça vraiment nice pour elle. Ben, quoi, ça réunit le monde, fait que... Ouais, j'aime beaucoup l'équipe, le principe derrière l'équipe aussi. Moi, ma fille, elle va avoir
9 ans dans quelques mois et depuis qu'elle a même pas l'âge de marcher, je l'emmène dans des conventions, dans des Comic-Con, dans les LAN et tout. Puis justement, je veux que ça se développe et ça. Par rapport aux ligues juste de femmes, ça c'est une autre histoire complètement. Je pense pas que c'est ça qui va nécessairement régler le problème. Genre, le fait que beaucoup de filles, justement, en ce moment, doivent se muter ou c'est comme le harcèlement en ligne. Une équipe de filles va servir pour de modèle, exemple à la future génération et tout, puis normaliser ça. Mais il y a, je sais pas si je peux sacrer ça le podcast ou non, là, mais il y a beaucoup de trous de cul dans les lobbies C'était pas un gros sac quand même. Je suis douté à la dernière seconde. Okay. Mais non, genre j'ai de la misère avec beaucoup d'individus comme ça. Là. Ouais. Mais je suis super content et tout, mais il y a un problème encore plus grassroots qu'il faut régler, puis qu'il faut mettre des efforts contre ça, puis tout. Ouais, parce que en fait, c'est sûr, en plus, je pense que c'est quasiment 50-50 des personnes, gars-filles qui jouent aux jeux vidéo. Fait que, en tout cas, je sais pas de où ça vient. Des hommes qui agissent comme s'il y aurait des mommy issues, là, ou je sais pas trop, mais I mean, je sais pas. Ça me dépasse un peu, mais je trouve ça cool qu'il y ait du monde comme vous qui prennent le devant là-dessus et qui se fassent une équipe féminine. Je trouve ça vraiment nice. Ouais. Peut-être qu'on va voir Alpha One contre l'équipe de Able au final. Ben, j'imagine que ça va venir de plus en plus commun aussi. Là. Je veux dire, surtout avec Valorant, là, parce que. À Valorant, ça devient pas mal populaire. Là. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça. Je sais que j'ai vu ça à League of Legends, mais il y a eu peut-être même à CSGO, mais encore là, ça reste un peu vague. Là. Mais ça reste que c'est pas le même tier non plus. Là. Mais je trouve que c'est une bonne initiative overall, là, ça c'est sûr et certain. Là. Ouais. Je vais vraiment suivre l'équipe et checker ce qui se passe. Ça c'est clair. Ouais, c'est une belle équipe de filles. Là. Vas-y, Scaoui. Non, je trouve juste un bon move overall. Là. Ouais, c'est intéressant de voir un autre type de roster, là, tu vois, un roster plus féminin. Là, fait que, honnêtement, c'est une bonne idée. Là. Ouais, puis tu sais, les filles sont très bonnes. Là. Je pense que c'est entre Diamond et Immortal là, en termes de rank du matchmaking. Fait que c'est quand même de haut niveau, mais c'est sûr, comme je vous l'ai dit, quand ils se prennent contre des. Je veux pas dire des vraies équipes, mais les plus grosses équipes au Québec, comme l'équipe de Alpha One, c'est des 13-1, mais ça va s'apprendre avec le temps si les filles veulent continuer. Pour ce qui est des ligues féminines, moi, je vois la plus-value dans le sens, comme Lionel a dit, ça crée des role models en bon français pour justement les jeunes filles qui sont passionnées ou qui veulent rentrer dans le gaming, puis que justement doivent muter leur mic, doivent se faire face à une toxicité assez hallucinante. Là. Puis même, si vous suivez Marjorie, je pense qu'elle a posté une vidéo, mais parmi tant d'autres, là, ces filles-là pourraient en poster 5 par jour chacune, je suis certain, de la toxicité à laquelle elles font face. Même à des hauts niveaux de Valorant, là, si t'es Diamond à Immortal, t'es genre dans le top 1-2% des joueurs. Puis même là, c'est n'importe quoi. Donc, je pense que les ligues féminines, c'est un peu dans la bonne direction. Éventuellement, j'espère qu'on n'en aura plus besoin parce qu'on s'entend entre vous et moi, ou peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que vous allez l'être, c'est que le e-sport puis le gaming, en théorie, crée un milieu qui pourrait être absolument égalitaire, peu importe le genre, peu importe la race, peu importe ta taille, peu importe rien, tu peux compétitionner au même niveau ou du moins tu peux jouer au même niveau puis t'amuser. Puis c'est vers là qu'on veut aller, mais pour l'instant, il y a des belles opportunités justement pour les filles qui veulent s'y mettre, qui veulent un peu frayer le chemin entre toute cette toxicité-là pour les prochaines générations. Puis si ça continue de même, puis ces filles-là peuvent démontrer le fait qu'elles peuvent compétitionner à des hauts niveaux, je pense qu'ils vont gagner petit à petit le respect qu'elles méritent depuis toujours. Puis c'est triste de dire qu'elles doivent aller le chercher, mais j'espère que ça va aller dans cette direction-là. Là.
Il y a d'autres femmes qui peuvent regarder ça, puis le look up tout, dans le sens où ils peuvent voir que c'est possible, et ça peut donner de l'espoir un peu plus. Là, Ouais, puis il y a une plus petite en plus de jeux qui motivation. font ça. Là. CS, justement, après que Valorant a fait les Game Changers, ils sont rembarqués avec leur ligue. Puis là, j'oublie le nom, mais aussi une ligue féminine avec des centaines de mille en prix par année. Puis une équipe québécoise qui est là-dedans aussi, l'ancienne équipe de Able qui joue encore. Fait que c'est le fun de le voir dans plus en plus de jeux que le développeur essaie de créer un milieu un peu plus sécuritaire pour ces gens-là, mais ça peut aussi diviser. Il y a plein de monde qui va des ligues comme ça et sont comme ah ouais, ben c'est juste parce que vous êtes des filles, que vous êtes pro, vous êtes payés, puis moi je suis zéro payé, puis je suis meilleur que vous, puis je fais juste ça à temps partiel. T'sais. Parce qu'il y en a du monde comme ça. T'sais. Les équipes qu'on parle, Alpha One, les anciennes équipes des Bulls, c'est des gars qui sont absolument incroyables au jeu, mais qui n'ont pas encore percé en termes de professionnels, même Hughes qu'on a parlé. Puis, tu sais, Hughes, il est meilleur que les équipes féminines ACS qui sont payées, mais c'est juste des parallèles que malheureusement, il y a des gens qui font encore, mais qui comprennent pas le but ultime, I guess. Il faut qu'à un moment donné, une ligue féminine se mette à dépasser genre toutes les autres ligues. Là. Je sais pas si ça peut arriver à un moment donné. I guess que oui, ça peut. Mais c'est un gros twist. Là. Non, mais rendu là, il n'y en aura plus de ligue féminine, ça va juste être des ligues mixtes. On laisse ouais, ben c'est ça. Ça serait drôle de voir. Ben, pas drôle, ça serait cool de le voir éventuellement. Là. Mais ça pourrait, il n'y a rien qui l'empêche. Fait. Ouais. Non, il n'y a rien qui l'empêche. Je pense que la ligue la plus populaire, ça va toujours être la ligue avec le plus de skill level. Fait comme Léonin vient de le dire, on l'espère éventuellement, ça va juste être... Il n'y a pas de ligue masculine en tant que telle. Les filles peuvent y jouer. C'est juste, malheureusement, c'est un plus petit pool de joueurs à cause de la toxicité, à cause de plein de facteurs qu'on espère qu'avec le temps vont s'effriter justement avec des projets comme ça. Puis qu'on va avoir un hyper beau pool de joueurs. Puis on l'a déjà vu, Mirage en Tier 1 de Rainbow Six ont une fille dans l'équipe. C'est pas parce que c'est une fille, c'est pas un marketing play. Là. La fille est absolument incroyable au jeu. Puis elle est dans les top. Quoi, il y a combien d'équipes en NAL? Peut-être une dizaine d'équipes dans les top 50 joueurs en Amérique du Nord de Rainbow Six. Là, c'est quand même tout un exploit. Puis de se rendre là en prenant en compte tous les défis qu'elle a dû surmonter, que les autres 49 joueurs n'ont pas dû faire face. Là. C'est quand même très impressionnant. Là. C'est encore plus rough pour eux, là. Justement à cause de la toxicité, tout ça. Là. Ouais, en tout cas, déjà que c'est difficile c'est incroyablement difficile de se rendre à ce niveau-là. Puis là, en plus, tu fais face à tous ces genres de trucs que je trouve. Ouais, deux types de players, là, surtout dans Valorant. Il y a du monde qui se met à blaster les femmes, tout ça. Puis il y en a d'autres qui sont comme moi. Puis qui sont oh shit, j'ai une fille dans mon équipe. Ouais. Alright, cool. Non, c'est pas vrai, mais je trouve ça nice. Mais il y a les deux extrêmes, mais je pense que le meilleur, c'est l'entre-deux. C'est celui ou celle qui s'en fout carrément qu'il y a une fille ou pas dans son équipe. Là, traite juste la personne comme un autre joueur. Puis ça arrive, mais malheureusement pas assez souvent. Là. Alors, prochain et dernier sujet officiel. Ouais, vas-y. J'avais mis un lien, mais Nightbot a pas aimé ça. C'est un il est encore là. blog. Ah, il est là. Ah, ok. Mais non, c'est ça. Fait que c'est du monde qui veulent aller lire les études scientifiques puis le débat actuellement. L'article date de janvier 2022. Fait qu'il y en a peut-être d'autres nouveaux qui sont sortis. Mais en ce moment, il n'y a pas de consensus sur est-ce qu'il y a une différence ou non entre les hommes et les femmes. Puis malheureusement, comme Émile, tu as mentionné, il y a beaucoup de préjugés envers les ligues. Puis le problème aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites parce que ils voulaient avoir une équipe juste de filles, juste pour des raisons de marketing, puis pas nécessairement pour développer le milieu. Fait que, comme, faut que ça change. Puis, comme je suis pas inquiet avec vous, parce que je sais le monde qui sont derrière, puis je sais qu'Able, ce sera pas un move de marketing, puis qu'à l'inverse, c'est... non, mais tu sais, je vais pas cacher le fait que c'est vrai que ça peut aider dans certaines directions. Tu sais, par le passé, on a fait affaire avec Dell, qui était un de nos partenaires, parce que justement, eux avaient beaucoup d'initiatives pour encourager les jeunes filles, non seulement à rentrer en e-sport puis en gaming, mais aussi rentrer dans les jobs
technologiques qui sont souvent historiquement masculines, là, ingénieurs, développeurs, etc. Donc, dans le cadre de ces programmes-là, ils faisaient des webinaires. Puis nous, dans le temps, on avait notre équipe de CSGO féminine. Les joueurs sont allés parler à ces webinaires-là, ont donné des conférences. On en a organisé une avec un de nos autres partenaires, Women in Games, avec Miss Harvey, avec Smiley, Bouchard, des joueuses de CS, avec Heather Garozo, qui est chez Dignitas, qui fait beaucoup des streams maintenant pour Valorant, puis avant pour CS. Fait que, il y a des belles initiatives, puis justement, Miss Harvey ou Steph Harvey au Québec est beaucoup là-dedans aussi. Fait que, non, on le fait pas pour le marketing, mais c'est sûr qu'on aime les faire rayonner. Puis est-ce que ça nous fait rayonner par l'entremise? Absolument. Fait que c'est un peu un win-win. Puis des fois, c'est dommage justement que ça rayonne plus qu'une équipe de gars, même à un niveau plus élevé, mais je pense que la scène a un peu besoin de ça aujourd'hui, puis j'espère que dans le futur, ça va pas être le cas, mais bon, c'est juste cool de voir du monde vouloir faire face à ce qu'elle fait face, puis continuer, puis percer, puis juste compétitionner. Là. Moi, j'ai hâte de les voir jouer, puis battre des équipes contre lesquelles le monde ne s'attend pas à ce qu'ils battent, puis c'est là que ça commence à être très, très cool. Un genre de voir. C'est quoi, c'est samedi? Ils ont en fait un Team Able. Samedi, il y a le Bell Esports Challenge Qualifier dans lequel elles vont jouer. Là, si ça va être streamé ou pas, je sais pas. Ça va dépendre. Je sais que leur game, la dernière fois, était streamé contre l'équipe à Swift et compagnie. Puis sinon, la même journée, si jamais le Bell Esports Challenge va pas bien, les filles risquent de jouer. Fait qu'à 1h, c'est le Bell Esports Challenge. À 3h samedi, c'est le Supergirl Gamer Pro. Fait que là, c'est juste des équipes féminines. Fait que 2 tournois samedi, dépendamment duquel ils vont décider de jouer. Mais je pense qu'ils vont faire le Bell, puis voir après s'ils peuvent faire l'autre. That's it. Mad props. Ouais. Dernier sujet, on a commencé avec CSGO. On va boucler avec CSGO. Donc, Unexpected Victory annonce leur nouveau roster de CS pour la saison 42 de ESEA Intermediate. Ça fait un petit moment que nous n'avons pas parlé de nos amis chez Unexpected Victory. Et justement, Ownerman, le fondateur, est dans le chat ce soir. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est une organisation e-sportive qui se résume pas mal à une équipe de CSGO formée de joueurs canadiens. À la tête de la structure, comme je viens de mentionner, un Québécois dénommé Ownerman, qui a même passé sur le podcast lors d'une de nos épisodes précédentes. Il nous annonce donc cette semaine le nouveau roster pour l'équipe de CS qui compétitionne en ESEA Intermediate, soit Devil, Too Bad, Kavi, Pogo et Multiplayer. Il y a donc 3 nouveaux joueurs depuis le roster de la saison 41. C'est juste Devil et Too Bad qui ont déjà été dans l'équipe antérieurement et le coach Special K qui revient aussi. Unexpected Victory compétitionnait en ESEA Main pour la saison 39 et 40 de ESEA. Ils se sont fait reléguer en Intermediate. Saison 41 en Intermediate, ils ont fait une fiche de 8 victoires, 6 défaites, perdu en première ronde des séries. Donc, ils sont de retour en Intermediate. Ils ont aussi participé au LAN ETS cet été. Ils sont rendus en playoff. Ils ont perdu en première ronde contre l'UQAC Fan Club. Je pense donc top 12 sur 21 équipes. Bref, vraiment pas d'autres choses à rajouter ici. Je tenais à souligner la petite mise à jour de leur roster. Puis, vous pouvez soit parler de leur approche d'avoir un roster purement canadien, ou soit même parler de l'approche de avoir une organisation e-sportive avec juste une équipe de CS et encore plus une équipe de CS au niveau intermediate. Ça doit être très challenging. Là. Je ne suis pas à 100% certain du end goal en bon français de Ownerman avec ça, mais ça doit être challenging de monétiser à ce niveau-là, j'ose croire, mais je vous laisse réagir. Si vous avez des réactions. Unexpected, non, c'est pas vrai. Mais sinon, tu vois, je connaissais pas l'équipe. Honnêtement, c'est une équipe canadienne, c'est ça. Puis, c'est un Québécois à la tête, puis c'est une équipe canadienne. C'est ça, ok. Tu vois, juste de première vue, je pense que j'ai déjà vu le nom, mais tu vois, je savais pas que c'était une org. Kind of unexpected, right? Absolument. Non, mais... Pas bien leur nom, en tout cas. Mais Ownerman, il dit qu'ils ont une équipe de CS, ils ont Rocket League et ils ont une joueuse de Teamfight Tactique aussi. Ok, c'est ça. Ah, mais c'est cool pour eux. Je suis bien. Mad props.
Je suis pas énormément je veux dire, le e-sport CSGO, là. Je vois une couple de noms popper. J'ose croire. Là. C'est non, c'est ça. Non, il y a Open, puis après il y a Intermediate. Là. Fait qu'il y a beaucoup, d'équipes. Ça commence tellement à être. Je veux dire, on n'est même pas Advance, on n'est pas. Le fait qu'il y ait des tiers, tout ça, là, maintenant, là, man, je me perds un petit peu, mais je trouve ça cool que ça grossit autant que ça. Là. C'est beau de voir différentes choses tout le temps. Des nouveaux projets, tout ça. Là, moi, je trouve surprenant comment la scène de CS, même si au Tier 1 n'est pas où est-ce qu'elle était en Amérique du Nord, mais je trouve ça incroyable combien il y a d'équipes qui payent et qui jouent dans des ligues là, tout le temps. C'est vraiment cool à voir. Là. Moi, ça fait 24 ans que je joue à CS, là, puis je suis comme très surpris. Oh my c'est God. encore le cas. Là. Très surpris. J'ai même pas une centaine d'heures, man. I'm that guy. You're that guy. Variety streamer. Ah, mais honnêtement, tu sais, le e-sport, tout ça, j'ai toujours été un gars compétitif, mais j'ai pas tant dip my toes dans le CSGO. Là. Ouais. Le truc, c'est en fait, e-sport, il faut se dédier à comme un jeu. Là. C'est ça, exact. Je suis du genre à bounce around. Là. Ouais. Mais non, c'est ça. Je sais pas si un jour je vais retourner à CSGO, mais je pense pas que c'est dû pour mourir, en tout cas. Ça dépend à qui tu parles. Ouais. Genre à toi? Non, moi je pense que c'est too big to fail pour l'instant, mais si tu parles à un beaver de ce monde, lui dit que c'est assez mort. Même si on veut parler Valorant contre CS, Valorant est déjà comme en mode de décroissance en termes de viewership. Je pense que leur max viewer était le moins élevé à 300 000 là, récemment. Là. Mais fait que, on verra. Là, Shroud est revenu, fait que peut-être ça va booster un peu les chiffres. Là. J'ai regardé un peu tantôt, mais je serais du genre à penser que sur le long terme, Valorant va peut-être ressortir winner. Mais moi, je pense qu'il y a une meilleure compagnie derrière en termes sportifs. C'est ça, Riot sont très très bons pour le e-sport. Fait qu'ils ont un bon plan. Là, ils ont commencé avec, entre guillemets, leur ligue franchisée, qui appelle pas une ligue franchisée, mais que dans les faits, ça a l'air d'être pas mal ça. Là. Mais il y a plein de monde qui disent qu'avec ce move-là, ils sont en train de tuer la scène Tier 2 parce qu'il y a plein d'organisations qui sont parties dans la dernière semaine de la scène Valorant parce que justement, ils n'ont pas fait le cut de la ligue. Donc, on verra c'est quoi leur plan pour le Tier 2. Ils ont quand même annoncé vaguement des plans, mais le monde a hâte qu'ils en annoncent plus. Là. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident de faire vivre un Tier 2, une scène Tier 2, puis encore moins si t'as pas de plan annoncé. Donc, on verra. Là. Moi, j'aime beaucoup comment Ubisoft font avec Rainbow Six, même si c'est pas quelque chose qui perd du succès. Là, mais... Je suis un Riot Games fanboy, kind of. Riot sont incroyables. Et puis là, justement, là, ils s'en viennent pour revive un petit peu les fighter games là, avec leur Project L. J'ai hâte de voir ça. Moi, je suis hype. Là, il y a Multiverses. Fait que, ça, c'est fou. Mais Project L, ça m'intéresse pas mal plus. Là. Ils ont sorti une vidéo. Là, les vidéos sont très nice. Là, puis ils ont une très bonne pays là, avec leur show de TV aussi qui ont sorti, qui était incroyable, là, si vous l'avez écouté. Mais c'est débile. Fait que, ils commencent à vraiment bien gérer tout ce pays-là, puis ils ont beaucoup de potentiel. Puis je pense qu'ils ont dit qu'ils vont quasi exclusivement dans leurs prochains jeux, dans les prochaines années, se focusser sur les volets compétitifs e-sportifs. Bon, finir ça avec un MMO aussi. Je sais pas si c'est la bonne approche, là, puis justement, j'ai hâte de voir ça va être quoi le volet compétitif e-sportif du MMO, mais on verra. Ça a du potentiel, comme tout leur projet. Ouais. Bon. Je sais pas si vous avez. On a fait un peu. On a un peu dérivé du sujet. Je sais pas si vous aviez des commentaires sur le dernier sujet ou pas, mais ou sinon, si vous avez d'autres shout-outs, sujets, précisions à apporter. Je pense que j'ai vu un commentaire que je voulais souligner dans le chat. C'est Alex the Cool Guy de 1 qui dit Léonin, Boreal Esports logo en arrière, represent. Puis de 2, le Mamago Esports Season 7 qui débute le 16, 17 et 18 septembre 2022 avec son tournoi de pre-season habituel tout juste avant le début de la saison régulière le 19. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mamago Esports, une ligue québécoise, je crois, ou du moins gérée québécoise, qui justement est à sa 7e saison, puis on n'en parle pas assez souvent, mais je voulais répéter le commentaire. Mais je vous laisse shout-out d'autres sujets, commentaires que vous n'avez pas eu la chance de donner
ou insulte, je sais pas. Je vous aime toutes pas. Non, c'est pas vrai. That's fair. Non, c'est pas Unexpected vrai. but fair. Non, c'est pas vrai. Ben, j'aimerais me remercier Bowmill qui m'a contacté pour venir faire un tour sur le podcast. Chanter de vous avoir plaisir. On risque de se revoir. J'aimerais ça. Je vais probablement revenir faire mon Boy tour, va être au j'imagine. JDL. Ah oui, évidemment. Évidemment. Évidemment, Léonin avec aussi. la gang de Paro. Je sais pas si Skaoui va y aller. Peut-être pas. Moi, je suis moins dans ce qui est. Ouais, J'y vais certain. moins, mais je suis. Ouais, virtuellement. De chez vous. Ouais, c'est ça. Bien C'est ça. confortable. Mais je suis quand même Moi venu aussi. à ETS. Je suis venu à ETS quand même. Il faut. Ah, c'est plus c'est un LAN plus content que tourney, que compétitif. Là. Il y a toujours des petits tournois qui se donnent, là, qui s'organisent un peu comme broche à foin, mais qui sont quand même nice. Bro, je vais hoster un multiversus tournament. Watch out. Let's go. Ça serait cool. Ouais. Ben, fais-le. Fighting game de Riot. Bro, I'm the gaming golem, man. Let's go. Moi, on va vous donner des gourous à faire tirer durant ton tournoi. Hell yeah, man. En plus, je suis pas certain, mais je pense pas qu'il y ait de commandite au niveau des boissons énergisantes. Fait que. Hot take, c'est moi qui ai starté le gourou hype, ok? C'est bon, parfait. Je te l'accorde. Je sais pas si c'est vrai, mais je te l'accorde. J'étais dans une TNS, puis j'ai acheté la Panda. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait que, nous, quand on a parlé à Gourou, sont comme, là. on est avec une équipe sportive, c'est NTNS. Ouais, c'est RIP NTNS, mais en tout cas, c'était mon hot take de la soirée. Léonin Skaoui, shout-outs, commentaires, closing words. Non, ça va bien. Non, j'ai hâte de retrouver une vie. À part ça. Oh non, comme depuis mai jusqu'à mi-octobre, 100% de mes efforts sont sa fondation. J'ai mis de côté. En fait, j'ai pas mis de côté, j'ai mis sur pause ma maîtrise, j'ai mis sur pause plein de choses. Parce justement, fais un shout-out. Là. Nous, on en a parlé un peu, mais vous avez un beau projet, là, si je me trompe pas. Où est-ce que vous levez des fonds, puis justement, le JDL, c'est à votre bénéfice, ou du moins en partie, je me trompe pas, là. Exact. Donc, je vais mettre un autre lien. Là, on parle pas assez de ta fondation. Ouais, là, tu vas te s'il te plaît, batte-moi pas, Nightbot. OK, j'ai encore un... T'as eu un warning, c'est correct. 2 strikes. Parfait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation des gardiens virtuels, organisme de bienfaisance depuis 2018. Notre but, c'est d'être une balise sur Internet pour le monde en détresse et faire la promotion de la consommation responsable du numérique. Donc, que ça mange en hiver, c'est on a des travailleurs de rue, mais au lieu de travailler dans des parcs, ils travaillent en ligne, que ce soit sur des serveurs de jeux et tout. On a un de nos intervenants qui stream aussi. En fait, 2 intervenants qui stream aussi, Son of Odin et Queen Boo. Sinon, ça va être beaucoup de monde qui vont aller, par exemple, sur différents serveurs Discord et tout. On travaille beaucoup avec des streamers parce que ça reste que le streaming puis Twitch, c'est une très grosse vitrine, puis que le monde qui sont en détresse, quand ils ont besoin d'aide, ils vont aller se confier à eux. Mais là, on est là pour épauler les streamers. D'ailleurs, pour ceux qui participent au streamathon, puis que si vous n'avez pas vu notre message, on offre des formations gratuites pour les streamers qui vont participer au streamathon. Donc, allez sur le Discord du LAN GDL, puis booker votre formation. Après ça, ça va être offert au public un peu plus tard. Mais non, c'est ça, plein d'autres projets avec la fondation, puis ça ne s'arrête pas. Puis je suis content. Mais ça prend beaucoup de monde, puis justement, on a engagé du monde. Là, je suis capable de me délaisser un peu, mais ouais. Vous avez quand même levé quoi au JDL l'année passée? 75 000 quasi? C'était 73 000 et des poussières, mais c'était séparé avec la QPS. Ouais, là, cette année, c'est 100% avec la fondation. Très cool. Cool. Je pense que Naya Boy à lui seul va lever au moins 35 000. Ben oui, facilement quand même. Avec son tournoi de Multiverses. Ben quand les autres gamers jouent contre moi, puis que je gagne, je les envoie vers la Fondation des gardiens virtuels, vu que c'est un peu comme... C'est ça, ils se sentent pas bien. C'est pas du cyberbullying, là, mais... mais c'est nice.
Ouais, non, c'est un très beau, le JDL, très beau LAN, puis comme Skaoui l'a mentionné, là, c'est moins compétitif, mais c'est un très très bel événement, là, c'est plus proche de Québec, la NOTS étant à Montréal, mais fait que allez-y, ou sinon pluguez-vous dans les beaucoup de streams qui vont être live durant la fin de semaine, en septembre, si je ne me trompe pas. Donc, messieurs, merci tout le monde dans le chat. Merci encore une fois. Toujours le fun de parler de notre scène et de tous les beaux projets qui s'en viennent. Assurez-vous samedi d'aller encourager nos équipes québécoises à Valorant pour le Bell Esports Challenge. Il n'y avait pas assez de viewership selon tout le monde la dernière fois. Sinon, écoute, déjà 3 équipes à Rocket League, 3 équipes à Valo, ça sera encore plus nice. Et on vous voit jeudi prochain, mais entre-temps, tout plein d'actions e-sportives québécoises comme toujours. Et on espère vous en parler la semaine prochaine. Merci, messieurs, dames, et bonne soirée.